Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Erdogan a ordonné pour cause, je cite, d'indécence, l'expulsion des ambassadeurs du Canada, de Finlande, du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Suède, des États-Unis et de France à Ankara. Ça décoiffe. Leur indécence, le soutien à l'opposant Osman Kavala, un riche mécène emprisonné depuis bientôt 5 ans dans des conditions jugées abusives par les Occidentaux. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Delval, géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse, coécrit avec Jacques Swapelsa. Il sera d'ailleurs demain l'invité du face-à-face d'Amberkov dans tous ses états. Alexandre Delval, bonsoir. Bonsoir. Là, Erdogan s'oppose frontalement à 2 pays membres du Conseil de sécurité, dont les USA. Est-ce que ce n'est pas la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ? Je ne suis pas sûr parce qu'en fait aujourd'hui Erdogan a quand même des atouts, nous le développons dans le chapitre consacré à la Turquie et l'islamisme dans le livre. Il a beaucoup d'atouts extrêmement importants, des atouts qui tournent autour du chantage. La Turquie abrite dans la base militaire d'Incirlik 50 ogives nucléaires. Et il joue beaucoup là-dessus pour faire peur. Bien sûr, il se rapproche aussi de l'OCS, l'organisation sino-russe qui est une sorte d'anti-OTAN. Et régulièrement, il se permet d'aller assez loin dans la provocation ou la défiance vis-à-vis de ses soi-disant alliés de l'OTAN, en montrant qu'il pourrait aller encore plus du côté des Russes. Donc il se fait pardonner tout le temps des choses. Regardez, quand il a fait massacrer plein de Kurdes en Syrie, c'est passé comme une lettre à la poste. Vous me direz, Donald Trump l'aimait bien, il s'appelait toutes les semaines, mais il avait réussi à instaurer un rapport de respect mutuel avec Donald Trump, qui pourtant avait traversé une crise avec lui aussi. Rappelez-vous le fameux pasteur Johnson que Trump avait exigé de faire libérer. Après c'était vraiment la lune de miel. Il est très très fort pour instaurer des rapports paradoxaux dans plusieurs directions opposées et pour se faire pardonner des choses que l'on ne pardonnerait pas à aucun autre pays, parce que la Turquie a une place stratégique pour faire passer les gazoducs, les oléoducs, a une place stratégique à l'intérieur de l'OTAN. Il y a le chantage des migrants qui fait plier les Européens. Et il y a ces ogives nucléaires de l'OTAN qui sont un vrai casse-tête. Mike Pompeo voulait les transférer en Crète, mais c'est loin d'être fait. Donc il joue là-dessus, si vous voulez, sur un pouvoir de chantage stratégique extraordinaire et une place au cœur de plusieurs continents et zones stratégiques. Philippe Bilger. Alexandre, comment vous le voyez, j'allais dire, dans la typologie des personnalités politiques? À la fois, il joue parfois sur un registre classique, semblant bénéficier du jeu conventionnel des alliances, et d'autre part, il apparaît tel un reître, un aventurier, un dictateur de la politique. Est-ce que c'est une manière pour lui de jouer sur les 2 tableaux avec une redoutable efficacité, ou est-ce que tout simplement c'est un être qui est égaré à l'égard de lui-même ? Alors peut-être que d'un point de vue privé, un psychologue ou quelqu'un de sa famille le dirait mieux que nous. Moi, les gens que j'ai interviewés, et notamment d'autres hommes d'affaires qui ont été emprisonnés ou qui ont eu mal à partir avec lui, me disent que c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement pragmatique, qui est prêt à tout. Un jour, on m'a même dit qu'il serait prêt à être laïque si c'était utile pour lui tout à coup. Il est quand même plutôt conservateur islamiste. Il a été membre d'un mouvement islamiste très antisémite, le Miligulus, qui est connu en France. Il vient de ce domaine-là. Après, il s'est rapproché d'organisations opposées. Après, il s'est allié aux libéraux, aux conservateurs. Et quand ça a été utile, depuis justement la révolte de 2013 du parc du Djezi, qui a valu justement à M. Kavala d'être emprisonné, après, il a fait un virage et il s'est séparé du mouvement de Fethullah Gülen. Il a fait un virage pro-frères musulmans. Et juste après, il a fait un virage carrément pro-nationaliste. Les anciens ennemis des islamistes turcs, les ultranationalistes proches des Lougri, le MHP, qui est devenu son grand allié au Parlement. Et tout cela révèle une chose évidente. C'est un grand stratège politique ou un tacticien, ça dépend comment on considère. Oui. Et c'est un homme qui sait manœuvrer, il sait tourner, il sait faire des virages et toujours dans le seul but de rester au pouvoir, parce que c'est cela. Et même les crises internationales, rappelez-vous contre Israël, quand il avait renvoyé de manière très, très violente l'ancien président israélien, l'affaire du Navi Marmara, tous les scandales qu'on lui connaît, les crises contre Macron et jadis contre Sarkozy,
Sarkozy, qu'il avait insulté également de tout, en accusant son père d'être un génocideur en Algérie, etc. Il est habitué à des coups qui, à chaque fois, lui ramènent des points au niveau de la politique interne, parce qu'à chaque fois qu'il tape sur les Kurdes, les Occidentaux, les Juifs, les sionistes, Macron, Sarkozy, tout ce que vous voulez, à chaque fois qu'il tape sur les Occidentaux, c'est littéralement l'euphorie au sein de son électorat islamiste et nationaliste, car il a deux électorats aujourd'hui. Françoise Degois. Oui, justement, je voulais en venir à ça, Alexandre Delval. Est-ce qu'on n'est pas devant la énième manœuvre dilatoire d'Erdogan, oui. qui est d'ailleurs, comment dirais-je, quelque chose de dangereux et une stratégie à très courte vue. On sait très bien que l'inflation repart au galop. En Turquie, on sait très bien que la situation économique est plutôt mauvaise, se dégrade, notamment je pense à la situation de la livre turque, de la monnaie. On sent bien que lui-même est en train de perdre ses appuis politiques. Son socle n'est plus aussi solide qu'auparavant. Au fond, le grand méchant de l'Ouest. On sent également que sa relation avec Poutine semble tourner court. C'est vrai que j'imagine qu'Erdogan a été déçu de l'entretien qu'il a eu avec Poutine en septembre dernier. Ça a tourné également court. Il n'y a pas eu de la part de Poutine un accueil exceptionnel pour montrer à quel point il était heureux d'avoir cet allié-là. Donc, est-ce qu'on n'est pas devant la énième manœuvre dilatoire, au fond, pour tenter de faire diversion et de faire oublier la crise économique qui est en train de frapper vraiment la Turquie ? Oui, alors est-ce qu'elle aurait eu lieu de toute façon? Ce que l'on sait en tout cas, moi j'allais très souvent en Turquie les 10 premières années de l'ascension d'Erdogan, ce qui était quand même clair entre 2003 et même jusqu'à 2016, de 2015 disons, les Turcs, je dirais lambda, vous disaient... grâce à cet homme, on a multiplié notre niveau de vie. Je suis d'accord. On a connu une croissance extraordinaire. Donc, il bénéficie encore de cette image. Mais ce n'est plus le cas. On est d'accord que ça n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, mais il a réussi à faire croire à pas mal de ses électeurs que c'était à cause de raisons externes, du complot occidental, à cause aussi de différentes menaces de sanctions, et l'Europe aurait humilié la Russie, la Turquie. Donc, en tout cas, il a réussi effectivement à développer énormément le pays comme personne ne l'a fait auparavant. Il a énormément assaini l'économie pendant les premières années. Et donc aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est un échec? Il a réussi à prolonger en tout cas sa chute. Il devait déjà être contesté dès 2013. Ça fait quand même 2013. On est en 2021. Il a prolongé un mandat, plusieurs mandats depuis 2013, alors qu'on était déjà lassé de lui en 2013. Je dirais plutôt qu'il a réussi un formidable tour de passe-passe qui consiste à rester au pouvoir, à faire voter les pleins pouvoirs en 2017-2018, à profiter à chaque fois des événements, y compris une tentative de coup d'État contre lui pour le retourner en sa faveur. C'est un très très grand manœuvrier et je dirais que c'est pas vraiment un échec sur le long terme. Mais quel est le but, Alexandre? C'est ça la question, c'est où est-ce qu'on va? Alors le but, moi je pense qu'il a obtenu quand même une grande victoire stratégique, ou plutôt pour approfondir, pour élargir son influence dans le Caucase. Regardez ce qui s'est passé l'an passé, la guerre contre les Arméniens du Haut-Karabakh. C'était extraordinaire ce qu'il a fait. Il est allé sur la chasse gardée, l'étranger proche russe, et il a réussi avec les Azéris, une guerre avec les Azéris. Avec les Azéris. Avec les Azéris. Qui n'était jamais rentré là-dedans. Oui. Il a réussi quelque chose d'incroyable que la Russie n'aurait jamais pu tolérer normalement, parce qu'il s'est rendu tellement important en Syrie en négociant avec Poutine. Bon, tu me laisses tuer les Kurdes et moi je t'aide à dégager pas mal d'islamistes en dehors d'Alep et en dehors du Nord-Ouest. Et finalement, Poutine a énormément rongé son frein. En Libye, il est allé aussi sur les plates-bandes russes, parce que les Russes étaient avec Haftar. Il a énormément humilié son partenaire Poutine, qui a été critiqué en Russie pour avoir tout cédé au grand sultan. Je dirais plutôt qu'il a réussi, par rapport à sa faiblesse stratégique, à se faire respecter et à imposer ses vues, tant par les Américains que par les Russes, ce qui est un tour de passe-passe extraordinaire. Alexandre Delval, en 30 secondes chacun, Jean Dorido et vous. Oui, non, une question, c'est que c'est comme ce que disait Staline, combien de divisions? Est-ce qu'on sait, parce qu'il est quand même très angoissant, ce monsieur Erdogan, il est quand même très belliqueux. Et il a une armée de plus de 700 000 hommes. Voilà, est-ce qu'on sait jusqu'où il serait prêt à aller? Parce que, bien qu'étant membre de l'OTAN, est-ce que je sais qu'il y a des... Alors, Alexandre Delval. Oui, alors justement, j'en parlais à l'école militaire avec un grand général l'autre jour. Eh bien, même les gens les plus responsables de notre armée
responsables de notre défense se posent la question et ils se disent, est-ce qu'on ne va pas aller vers une guerre avec ce pays, pas forcément la France, mais en tout cas 2 membres de l'Union européenne, notamment surtout la Grèce. J'en parlais aussi avec un ancien ministre de la Défense grec qui me disait il y a un an, on est certain que dans pas très très longtemps, il y aura une guerre avec la Turquie parce que la Turquie veut le gaz offshore de Méditerranée dont elle se sent privée à cause des répartitions des zones exclusives économiques. Et là, on a vraiment une menace que même le général Burkhard, vous savez, l'ancien chef d'état-major de terre de l'armée, il a dit que c'était le retour des conflits de haute intensité et que la Turquie faisait partie des menaces les plus directes étatiques. Et donc là, on ne peut pas être plus clair. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de La mondialisation dangereuse, coécrit avec Jacques Sopelsa. Il sera d'ailleurs demain l'invité du face-à-face d'André Berkoff dans tous ses états. Tout de suite, notre grand débat. Comme le promet Anne Hidalgo, faut-il une loi sur la fin de vie? C'est très serré, vous êtes 48,6% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.